Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Messieurs, encore une fois, je vous dis bonjour ou bonsoir. L'émission est diffusée à partir de Montréal et actuellement, il fait ben fête dehors. Aujourd'hui, nous recevons une tête d'affiche, un grand monsieur, et on parle d'un sujet, vous savez, pertinent, un sujet qui me tient personnellement à cœur, parce qu'on parle de caribou. Et on parle ici, quelque part aussi, de cette idée, finalement, de vouloir réunir entre nous, les Africains du continent, la diaspora, et nos frères des Caraïbes, c'est-à-dire les gens d'Haïti, les gens de Jamaïque, Guadeloupe. Moi, j'ai connu ce monde-là parce que je travaillais longtemps à l'hôpital et c'était mes amis, mes frères. Et je savais qu'on avait un monde pareil parce qu'on mangeait quasiment les mêmes choses. On mangeait du riz, on mangeait du poulet et c'était grillé. Je me suis dit, mais ce sont mes frères. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, bonjour Caribou, ça va très très bien, ça va très très bien, merci pour l'invitation. C'est un plaisir, sincèrement, et un honneur aussi que de vous recevoir à l'émission. Sincèrement, je suis franc. Au fait, qui êtes-vous ? Moi, c'est donc Diogène Tirandécourage, je suis cofondateur. Attendez, mon frère, allez lentement, vous aussi. On a un public montréalais, québécois qui nous suit. Votre nom, le nom a été fait blablabla. Ah, yeah, ok. Ralentissez un peu. On va le faire. Oui. Donc, Diogène. Diogène. Oui. Diogène. Je suis en fait cofondateur. Votre nom de famille. Et mon nom de famille. Mon nom de famille. Faut en être fier. Ok, t'as raison. T'as bien raison de me rappeler là-dessus. Parce que je veux que le public comprenne. Ouais. Nous sommes différents. Il y a cette variété des noms en Afrique. Il faut être fier de son nom parce qu'il y a toujours une origine quelque part. Vous, votre nom, c'est comment ? Exact. Donc c'est Diogène, mon prénom, et Tirandécourage. Tirandécourage. Oui, qui est un nom de famille en fait burundais, donc je suis d'origine burundaise. Oui. Et qui a, comme beaucoup de noms africains, qui a une signification là, qui a un certain sens. Et ça veut dire quoi votre nom ? En fait, ça veut dire que quoi qu'il arrive, Dieu va toujours être derrière toi, derrière tes projets. Dieu ne va pas te lâcher. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien, que je garde fort avec. Mais ouais, donc moi. j'avais raison. J'avais raison. Il faut en être fier. Exact. Vous êtes déjà protégé là. Exactement, tout à fait d'accord, Henri. Oui. Puis je suis ici donc parce que je suis cofondateur de Caribou Montréal. Oui. Donc je sais qu'au Canada, le caribou est un animal très très célèbre, mais là on parle d'un autre caribou. Donc ça s'écrit K-A-R-I-B-U. Oui. Et ça veut dire en fait en Swahili, c'est une forme de bienvenue. C'est une forme pour dire une façon de dire bienvenue. D'accord. Alors on va juste préciser. Je vous arrête rapidement. Vous allez revenir pour nos téléspectateurs. Quand on dit Swahili, je vous arrête là. Swahili, c'est une langue, je dirais africaine quelque part, vers toute l'Afrique de l'Est, n'est-ce pas ? Ouais. Et à partir du Congo aussi. Ça monte complètement. Je pense même jusqu'à pratiquement Somalie. Je pense bien quelque chose comme ça. Mais juste pour situer un petit peu nos téléspectateurs, parce que je suis curieux et j'aime bien qu'ils comprennent. Quand on parle de la langue Swahili, Swahili, c'est une très belle langue. Elle est une langue que moi j'aime, mais que je ne maîtrise pas nécessairement. Je sais que Minakupenda, Minakutumba, des choses comme ça, enfin, c'est peut-être mal dit, mais moi j'arrive de carrément Kinshasa. Je suis quinois. Je parle le lingala. Mais j'adore les langues africaines comme le Swahili. Pour notre public, juste on va les situer rapidement. Pouvez-vous nous situer un petit peu, quel est l'historique même de la langue Swahili ? Je suis pas directement expert de la langue Swahili elle-même. Permettez, je vais vous aider rapidement parce que le temps presse. Je vais vous aider. On parle ici de plusieurs langues africaines qui existaient déjà, n'est-ce pas, dans l'Est. Exact. On parle ici de l'époque où l'esclavagisme arabe, donc on ne parlait pas, on parlait plutôt dans l'Ouest, mais dans l'Est, il y avait l'esclavagisme arabe avant même que l'Occident vienne, qui faisait des affaires, qui en fait descendait, n'est-ce pas, le fameux Nil, jusqu'à vers le Kivu aussi. Et on ne sait pas, vous allez m'aider maintenant, on ne sait pas, ce sont les Arabes eux-mêmes qui auraient créé cette langue-là à partir de leur langue arabe et des langues africaines pour leur permettre de se comprendre et de faire des affaires, un peu ce que moi j'ai qualifié de, je dirais, la créolisation arabe en ce moment-là, qui est devenue le Swahili. Maintenant, je m'arrête ici. Est-ce que je me trompe ? Expliquez-nous. Non, le Swahili est une langue africaine avec ses influences. Donc, quand je dis langue africaine, ça veut dire que sa racine n'est pas nécessairement la langue arabe. Donc, il y a un livre que j'ai lu là-dessus de Cheikh Anta Diop sur l'antériorité. En fait, c'est Nation Nègre et Culture. Il y a l'importance de l'antériorité des langues africaines. Le fait qu'elles prennent
pour racine l'égyptien ancien. Maintenant, effectivement, le swahili étant localisé dans beaucoup de pays qui sont surtout situés en Afrique de l'Est, il y a une certaine influence arabe, mais une origine non, mais il y a eu effectivement avec l'esclavage qui a duré plus de 1000 ans, là, c'est sûr qu'il y a une influence. On va revenir, je vous laisse continuer par rapport à là où en fait nous étions. Vous étiez en train de nous développer d'abord qui vous étiez et aussi l'origine même de cet organisme qui est Caribou. Vous avez un petit peu développé le Caribou comme tel. Pourquoi le Caribou? Le Caribou, finalement, l'idée c'est de nous réunir, nous les gens de l'Afrique du continent, nous de la diaspora, avec nos frères des îles et autres. Et là-dedans aussi, il y a d'autres types d'activités. On parle ici, je le cite rapidement, on parle ici de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu. Il y aura un film bientôt qui va être diffusé à Montréal. Et Simon Kimbangu, pour moi, je vais vous laisser continuer rapidement parce que j'aime parler, je suis en forme, je me suis bien reposé. Simon Kimbangu, on l'a toujours présenté pour nous, les Congolais en Afrique centrale, comme étant un prophète. L'équivalent de Jésus-Christ chez les chrétiens et l'équivalent de Mohamed chez le peuple arabe. Et ce monsieur, Simon Kimbangu, aurait accompli des miracles durant l'époque coloniale. Il aurait ressuscité des morts, il aurait en fait, un petit peu ce que Jésus-Christ a fait, il l'aurait fait, lui, dans cette région, au point même que les colonisateurs belges l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté, ils sont venus, ils ont observé ce que ce type faisait, il y avait des foules immenses qui venaient, et on l'a arrêté, il a fait la prison, je pense, jusqu'à sa mort. Je pense que là, maintenant, exact. Il y a eu aujourd'hui, au Congo, il y a toute une église qu'on appelle le Kimbanguisme, l'église kimbanguiste. Ouais. Vous avez des vêtements en forme de militaires, comme si vous étiez des militaires de Dieu ou quoi, je ne sais pas. Vous avez des écoles, il y a même des universités aujourd'hui. Il y a même une université aujourd'hui. Et c'est devenu une religion qui ne regroupe pas seulement le Congo, mais plusieurs pays d'Afrique. Et moi, à Montréal, je vais vous laisser parler, il y a de cela quelques années, on m'avait présenté un monsieur qui semblait être le représentant de cette église ici à Montréal. Et je lui ai demandé, mais dites-moi, mais pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas? Pourquoi vous restez silencieux alors que d'autres groupes ethniques font la promotion de leur culture, de leur croyance? Pourquoi vous n'en parlez pas? Il m'avait dit, monsieur, on n'a pas le droit d'en parler. On n'a pas le droit parce que dans notre religion, il faut tout cacher. Je m'excuse, mais j'ai trouvé ça stupide. Et aujourd'hui, je vous retrouve ici. Maintenant, je vous laisse parler. Oui, alors, donc avec Caribou, donc on fait ce qu'on essaie de faire, c'est stimuler et mettre en avant en fait les initiatives culturelles et économiques de la communauté afro-caribéenne. Et on le fait via divers événements culturels. Et là, en l'occurrence, ce vendredi, à l'Université Concordia à Montréal, donc en fait, il y aura la diffusion en avant-première nord-américaine du film Simon Kimbangu, un sauveur noir. Et effectivement, les éléments que tu as mentionnés, que tu as expliqués, vont être abordés pendant le film. Ah bon? Maintenant, ce qui est... Parce que moi, ce que j'ai dit, je l'ai lu des nuits entières, et je me suis dit, waouh, mais je ne pensais pas que c'était réel, quelque part. Et là, vous me dites que c'est réel. Non. Je n'affirme pas que tout ça est 100% réel tel que vous l'avez exprimé. Par contre, il y a le réalisateur du film qui va être diffusé en avant-première, qui lui sera là, qui lui a été sur le terrain et a été rencontré en fait des personnes sur le terrain. Où? Donc sur le terrain au Congo. Oui. Et en Kamba, dans son village en Kamba, si je me rappelle bien, ça s'appelait Nkamba, dans le Bas-Congo. Dans le Bas-Congo. Oui. Il y a potentiellement aussi d'autres endroits où il a été. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans le film. Oui. Mais par rapport à le questionnement ou par rapport à l'information que tu as pris par rapport au kimbanguisme, vraiment, moi, ce que je conseille, c'est d'aller, en ayant vu le film et en ayant vu les témoignages de personnes qui ont été interrogées par le réalisateur du film, on va avoir en fait certaines réponses concrètes. D'accord. Et nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est qu'en fait, Caribou n'est pas un groupe religieux, n'est pas un groupe politique. On n'a pas des vérités dites, on n'a pas des vérités, on n'a pas la vérité absolue. Par contre, ce qu'on veut, c'est ouvrir la discussion, ouvrir le dialogue, mettre les choses carte sur table. D'accord. Dites-moi, qui êtes-vous?
Oui, donc Qui êtes-vous? moi, Êtes-vous un groupe d'intellectuels de gauche, de droite, radical? Ouais, non, c'est une bonne. Dites que vous n'êtes pas religieux. Oh oui, non, c'est une bonne question. Donc on est concrètement, on n'est panafricaniste, Panafricaniste. on n'est pas de, on se considère pas comme étant de droite ou de Oui. gauche d'une certaine D'accord. vision, avec Oui. une certaine vision politique. Et nous, ce qu'on pense, c'est que Oui. ce qui est important Oui. pour l'élévation de la communauté afro-caribéenne, c'est vraiment une chose, c'est mettre en avant, mais c'est aussi communiquer. Et c'est de là que vient l'essence du mot caribou. Le mot bienvenue. Quand tu dis bienvenue à quelqu'un, souvent c'est quoi? Si tu lui ouvres la porte et tu vas commencer un dialogue, dialogue ouvert qui va aller dans les deux sens. C'est vraiment ça en fait qu'on veut. Je trouve ça absolument extraordinaire. Je ne vous complimente pas, pas du tout. Je vous le dis, non, pas du tout. Je ne fais que m'exprimer parce que je suis un grand passionné. Vous savez, depuis les années 60, comme vous le savez, l'Afrique émergeait avec les indépendances. On a eu des hommes comme Kwame Nkrumah, comme Gamal Abdel Nasser, comme Sékou Touré. Vous le savez, comme moi, Houphouët-Boigny et autres. On parlait à l'époque du panafricanisme. Panafricanisme. Moi, j'étais encore tout gosse, tout jeune garçon. Je suivais au travers mon cher papa, qui était un grand passionné de la politique et qui nous racontait des histoires chaque jour. Et pour eux, c'était l'Afrique, on va se mettre ensemble, les pays seront ensemble, on sera unis et on est riche, on pourra faire des choses. Mais moi, comme garçon, comme enfant, en grandissant, j'ai bien vu qu'il y a eu des coups d'État, tout ce que tu veux. Il y a eu des militaires qui ont pris le pouvoir et on a commencé à avoir peur, même chez nous, dans nos maisons, on avait peur. Il ne fallait pas parler trop fort, il ne fallait pas critiquer, il fallait... Oh là 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 là, la vie avait changé. Vous, aujourd'hui, nous sommes à l'étranger. Enfin, je me dis à l'étranger, nous sommes chez nous quelque part, parce que nous vivons, vous et moi, au Canada. Nous parlons de panafricanisme. J'aurais envie, moi, de vous poser cette question. Mais dites-moi, quelle est votre perception, quelle est votre, comment dirais-je, quelle est votre définition du panafricanisme aujourd'hui? Est-ce que parlez-vous du constat que moi j'ai fait ici? Tiens, je ne suis pas le seul noir ici, merde. Puis en plus, nous sommes différents noirs ici, là. Il y a les Haïtiens, il y a les Jamaïcains, il y a les Africains, et même les Africains, les Gabonais, les Maliens. Chacun a sa façon d'être. Je l'ai découvert ici. En plus, nos enfants qui naissent ici. Qui, eux, sont carrément mulâtres, qui vivent avec... Donc, tout ce monde-là, moi, je l'ai réalisé. Je me suis dit, tiens, c'est Afro-Monde. Voilà, Afro-Monde. Moi, c'est comme ça que j'ai créé l'émission Afro-Monde, mais je n'ai pas encore réussi. J'essaye, on y va jusque-là. Et là, je vous vois, on est un peu dans la même idée. Ça veut dire que vous voulez nous réunir ensemble quelque part. C'est-à-dire, nous, les gens de cette diaspora, avec nos frères des îles et autres. Oui, je pense que... En général, dans la vie, c'est bien d'aller vers des idéaux. Donc, la définition, en fait, notre définition, en fait, du panafricanisme, c'est vraiment un lien entre la diaspora et les personnes qui se retrouvent dans les différents pays, donc dans les différents pays d'Afrique et les différents pays des Caraïbes. Et c'est essayer, en fait, de contribuer à l'élévation tant de la population que des territoires donc en Afrique et dans les Caraïbes. Ça revient un peu à ce que, peut-être que tu en as déjà lu ou déjà entendu parler, un peu de la vision un peu de Marcus Garvey il y a un siècle. C'est un peu ça, c'est de faire le lien. Lui-même, il disait United States of Africa, on va retourner là-bas. Donc il y a le côté retourné. Mais il y a un grand mouvement d'ailleurs qui se fait là maintenant. Exactement. Il y a un grand mouvement qui se fait. Qui est en soi un mouvement positif, parce que c'est beaucoup de gens qui sont inspirés par le fait de se dire j'aimerais voir en fait mon pays évoluer dans le bon sens. Moi j'en suis surpris. J'aimerais y contribuer. Moi j'en suis surpris et même content aussi, mais surtout très étonné. Parce que de ma jeunesse, ça a été toujours... moi je suis là depuis 1973. J'ai vécu aux États-Unis, en fait New York aussi. Et j'avais constaté que pour eux, nous les Africains, on était de la merde. C'est pas Trump qui l'a dit. Moi, je l'ai vécu jeune. On me percevait. Moi, je venais de... Where it come from? Dès que je disais Zaire, Zaire, oh my God, dirty country. On était mal vus, on était mal perçus. Et on n'était pas très, très aimés aussi, quelque part. On dirait que le noir américain, nous, on allait vers eux, on se dit, c'est nos frères, c'est nos frères. Mais eux, non. Et on le voyait différemment. Mais aujourd'hui, je remarque, il y a le mouvement de retour. Les stars, les artistes retournent en Afrique. Ils vont même chercher la citoyenneté du pays. Le Ghana qui a fait Ils finissent par comprendre que finalement, c'est notre sang, c'est notre culture, c'est nos racines qui sont là. Je trouve ça superbe. Mais dites-moi, vous, le public qui vous suit maintenant, qui se pose la question, qui dit, mais écoutez, moi je vous observe, messieurs, est-ce que les Noirs, est-ce que vous aimez au fait?
J'allais justement dire, par rapport à ce que tu disais quand tu as été aux États-Unis, qu'on te disait, mais attends, Caribou, ça a aussi été créé parce que les Noirs en tant que tels, Oui. même les ressortissants de ces Oui. pays, des fois, ils disent, ah non, 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 ce pays-là, c'est pas bon, ça Mais va est-ce pas. qu'on s'aime? Et donc, C'est ça la question. Un Québécois qui nous observe, un Blanc qui nous observe, qui est en dehors de notre communauté, qui nous observe, il se dit, est-ce qu'on s'aime vraiment d'après vous, selon vous? Pour qu'on puisse penser même, dire, bon, on va se mettre ensemble. C'est bien l'idée, mais est-ce qu'on doit d'abord comprendre l'idée qu'on n'est pas obligé d'être méchant ou d'être divisé entre nous? On peut s'aimer quand même et essayer de se comprendre en se oui, parlant. je pense qu'on s'aime pas assez. Et pourquoi? L'histoire. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons, Oui. mais une des raisons fondamentales, c'est, je pense, ne pas savoir d'où tu viens, de penser que ton histoire, elle a uniquement commencé avec l'esclavage, et que tu n'as jamais rien fait de spécial. C'est difficile d'aimer. C'est difficile d'aimer ça quand ton identité est uniquement associée à du négatif. Oui. Donc, je pense que oui, il y a une bonne partie qui s'aime, mais on ne s'aime pas assez. Et une des grosses raisons, c'est ça. Après, il y a au quotidien la façon dont on se traite entre nous, mais je pense qu'une des raisons fondamentales, c'est le côté de ne pas savoir que oui, on a déjà été, on est grand et on a déjà été grand. Je pense qu'une fois que tu sais ça, ça change beaucoup. Mais vous, avec votre organisme, c'est merveilleux parce que vous nous emmenez vraiment à nous mettre ensemble, à essayer de nous parler, à essayer de se comprendre par différentes activités, je suppose. Oui, donc Caribou existe. Donc Caribou est une OBNL. On fait des événements depuis on est tout premier, c'était vraiment en 2013, mais on fait des événements depuis 2016-2017. Et en fait, on le fait sous forme ce qu'on appelle d'éducation populaire. Je vais parler par exemple d'une série qu'on avait faite qui s'appelle Le Retour aux pyramides. C'est retourner à une époque, essayer de retourner à une époque de la grandeur africaine, afro-caribéenne. Oui. Et on avait fait en fait des séries, c'était une série, donc on avait des séries d'événements qui portaient sur différents empires ou différents royaumes, et ça a touché l'empire Zoulou, l'empire Mali, le royaume Congo. On a aussi vu Abu. Et donc, je suppose qu'on a parlé aussi de ce grand Shaka Zulu. Shaka Zulu, effectivement, lorsqu'on parlait de l'Empire Zoulou, effectivement, donc les batailles, les quelques guerres que les Zoulous avaient gagnées. On a aussi parlé aussi le lien, donc les Africains qui ont été sur le continent américain, qui se sont retrouvés en fait au nord-est du Brésil avant que Christophe Colomb y aille. Donc avec, vous parlez du fameux roi, là, le roi de l'Empire. Aboubakar II. Donc c'est pas l'Empire du Mali, comme ça? De l'Empire Mali, effectivement. Donc, d'où c'est par exemple ce type-là d'activité. Mais dites-moi, je vous arrête. Pourquoi est-ce que l'histoire, on ne nous a jamais raconté tout ça? On nous parle de Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique et tout ça, alors qu'il y a des Africains qui avaient traversé de l'autre côté déjà depuis et qui ont même emmené des objets qu'on aurait retrouvés dans les coins comme le Mexique et autres. Et parce que tout ce temps-là, on s'est dit non, le gars était parti, mais il n'est plus jamais revenu. Donc, il était mort, alors qu'il avait atteint quand même. Oui, je pense que la meilleure façon de... Alors, pourquoi on ne l'a pas dit? Donc, je pense que la meilleure façon de contrôler un peuple, c'est de lui faire dire qu'il n'a jamais rien fait de bon et il doit absolument suivre ce que le colon lui dit ou ce que le colon lui recommande de faire. Et je pense que ça a été malheureusement une stratégie efficace d'effacer en fait l'histoire. Après, je pense qu'on le comprend, on fait les constats, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que c'est là qu'on peut maintenant se prendre en main. On a l'accès aux technologies. On est tous capables de prendre l'avion. On est capable d'investir du temps et de l'argent dans essayer de connaître un peu plus notre identité et la mettre en avant. Mais pas la mettre en avant juste pour rectifier l'histoire. C'est aussi pour après développer d'autres grandes choses. Parce que c'est ça qui est important. On fait partie de l'histoire de l'humanité et il faut qu'on y contribue. Dites-moi. Depuis des années, le monde black, le monde africain, on a toujours vécu un petit peu ce que moi j'appellerais dans l'attentisme. Nombreux vont prier, vous le savez comme moi, on se lance dans la prière. Et d'ailleurs, vous regardez, tous les pays du tiers-monde quasiment, on parle carrément l'Amérique latine, le Brésil et l'Afrique, n'en parlons pas. Le Maghreb, c'est différent, ils ont une autre façon de carrément prier. C'est autre chose. Mais nous, c'est d'une autre forme de carrément croyance. Vous, aujourd'hui, vous arrivez... Et en fait, vous nous dites, non, c'est possible quand même de se mettre ensemble au travers de différentes activités. Alors, pour le public qui me regarde, encore une fois, je dis, mais quel moustique les a piqués? Cette génération, qu'est-ce qu'elle a? Avant,
Pour un Français qui a travaillé dans les pays d'Afrique, il va dire, mais écoutez, ces gens, ils étaient calmes. Et nous, on pouvait faire de l'argent calmement. Mais là, maintenant, il y a trop de questionnements, là. Il y a trop de questionnements. Et là, c'est un peu comme s'il y a un réveil qui est en train de se faire. Bon, là, je m'arrête là. Qu'est-ce qui explique ce réveil, selon vous? Il y a eu la génération, comme tu as dit, tu étais arrivé en 73, je pense, aux États-Unis. Donc, il y a la génération qui a vécu le passage de la colonisation à l'indépendance. Et cette génération-là, elle a grandi, elle a passé son enfance avec le colon qui était maître chez eux, Oui. carrément. Oui. Donc, qui devait suivre les religions, l'école Oui. et tout ça. Oui. Nous, après, on est un peu plus la génération donc, qui est soit arrivée très très jeune ou soit est née Oui. en Occident. Oui. Et on a grandi en se faisant dire, ben, écoute, la meilleure chose qui peut t'arriver dans ta vie, c'est de trouver quand même un boulot parce que Oui. ça va être, parce que c'est difficile dans le monde occidental. Mais après, en grandissant, tu vois, tu dis, mais ok, je ne suis pas moins que les autres personnes, je ne suis pas non plus plus que les autres personnes. Oui. Donc, pourquoi est-ce que je suis... Attends, c'est quoi cette histoire? Donc, si je suis pas plus, si je suis pas moins que les autres personnes, pourquoi est-ce que je contribuerais pas à là d'où je viens? Mais en vivant en Occident, tu réalises que tu es noir. Oui, aussi, effectivement. Tu réalises aussi, que tu es noir. aussi. Et tu réalises que tu as des traits négroïdes. Ce qu'en Afrique, tu n'y penses même pas parce que tu es toi-même. Exact. Ça, c'est aussi un gros point. Un gros point, une grosse différence. Pour moi, tous ces éléments-là font en sorte qu'il y a un réveil quelque part donc, qui se fait. Que le noir qui se dit, mais je suis noir, oui, mais je suis beau, je suis belle. La mode, on la regarde, maintenant on se dit, waouh, je suis toujours surpris. Des gros seins, des gros derrière. Mais c'est pas possible. Je ne pensais pas moi avoir des... Avant, c'était mal vu avant, là, effectivement. Exactement. Messieurs, c'est un honneur, un grand plaisir. On a déjà dépassé le temps. Okay. Je parle beaucoup. Je vous laisse le mot de la fin rapidement. Oui, alors à l'audience de Ici Tout TV, Télévision. Ici Télévision, j'aimerais vous demander de venir vous inviter donc le 5 décembre à Guy Concordia, au pavillon de Sèvres, à essayer de voir en fait le film Kimangou, un sauveur noir. Je pense que ça fait vraiment partie de ce que le panafricanisme veut agir, parce que c'est tant sur le côté spirituel que sur le côté scientifique, que aussi le côté politique, que Kimangou a eu un gros impact, et je pense que ça va être très intéressant de voir ça et de parler avec le réalisateur. Je ferai tout prêt sur place. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, mesdames, messieurs, restez là, nous sommes de retour tout de suite, après ces réclames publicitaires.